Pour comprendre les enjeux qui se cachent derrière la démocratie et le vote, donc le mythe de la démocratie et le mythe du vote, il faut appréhender la nature du pouvoir et pour cela faire un historique, bien sûr en procédant à une extrapolation autant que faire se peut, déjà parce que je ne maîtrise pas le sujet, et ensuite pour faciliter l'analyse. Et donc, comme l'a noté Aristote, une société se divise en 4 grandes catégories d'individus qui, au gré des convulsions que connaît la société, auront un ascendant sur les autres catégories, mais il y a avant cela un ordre naturel, duquel dérivent des formes sociétales plus ou moins perverses. Ces 4 catégories d'individus que sont les religieux, ensuite les aristocrates, les marchands et les laborieux. Donc les laborieux sont au service, dans l'ordre naturel des choses, des autres catégories de la société. En cela, il existe une hiérarchie intra-sociétale, cette hiérarchie, elle est d'autant plus vérifiable entre les nations, les races, les tribus et autres. Si à l'intérieur d'une même société, il y a une hiérarchie entre les individus, on retrouve également cette hiérarchie entre les races, les nations et les tribus, bien que certes, cette vision est classée dans les rangs des tabous depuis Nuremberg et 1944, en raison de la mauvaise expérience nazie. Mais il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, comme je l'ai déjà noté par le passé. Et pour revenir au sujet, la catégorie religieuse, donc, qui incarnait le clergé au Moyen-Âge, l'aristocratie avec la royauté. Donc il y avait un rapport de force entre ces 2 catégories d'individus aux manettes du pouvoir qui créait un certain équilibre, notamment au niveau de la législation et de la rédaction des lois. De ces 2, on va dire, forces antagonistes a émané un certain droit que l'on a nommé droit naturel et qui était en vigueur dans, on va dire, l'hémisphère continental, contrairement à l'empire thalasso-anglo-saxon, chez qui il y avait la prépondérance du pouvoir aristocrate, donc aux dépens d'un clergé. Et c'est la raison pour laquelle le droit anglo-saxon, contrairement au droit continental, il pèse ou il axe ou il cible, où il met plus l'accent sur le droit commercial au service du puissant qui lui-même ne connaît aucun antagoniste faisant, on va dire, obstacle ou venant équilibrer ou venant faire un contrepoids à ces vérités hégémoniques. C'est la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour laquelle, le droit anglo-saxon, il est essentiellement basé sur le commerce et l'économie, et il est plus pragmatique qu'universel, contrairement au droit continental qui régnait notamment en France. Donc nous avons vécu en Europe sous une ère qui sollicitait la force, principalement la force émotionnelle, avec ses convulsions sous l'Inquisition, qui est une crise d'identité, et qui débouchera sur le passage du pouvoir aristocrate et du clergé, c'est-à-dire de la monarchie et des religieux, vers celui des marchands. Et bien sûr, cette évolution prendra son temps. Et à mesure que le pouvoir y passe entre les mains des marchands, que l'on désigne grossièrement sous le terme anglo-saxon, même si en réalité les choses sont plus complexes, eh bien, il va y avoir un basculement de la force émotionnelle vers la force intellectuelle, donc qui caractérise le monde moderne que l'on baptise grossièrement l'ère humaniste. Ainsi,
Dans cette ère matérialiste, intellectualiste, si on veut reprendre l'approche de René Guénon, libertaire, individualiste et humaniste, eh bien, ils vont mettre en avant certains penchants chez l'homme, tels que la cupidité, l'avidité, l'orgueil, l'égoïsme, sans parler bien sûr des autres penchants de la chair et autres. Et cette ère, donc, qui mettra en avant tous ces penchants, il va optimiser l'appât du gain aux dépens de la morale. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une ère matérialiste, intellectuelle, aux dépens de la force émotionnelle et morale. Et le fait est que cette force intellectuelle, ou l'ère dans laquelle nous baignons actuellement, elle incarne grossièrement et de façon très prononcée la pensée juive. C'est-à-dire que nous vivons dans une ère, entre guillemets, qui est extrêmement juive, dans le sens où l'on retrouve les incidents matérialistes qui sont propres à la pensée juive et qui, bon, bien sûr pour des raisons historiques et anthropologiques on pourrait expliquer, mais là pour faire court, et qui aboutissent notamment sur le transhumanisme, en sachant que c'est un vieux rêve que caressaient les juifs dans leurs propres écritures fondatrices, telles que Talmud ou autres, avec notamment le mythe du Goulem, qui consiste à donner vie à un être inerte. Donc on le voit dans la littérature d'inspiration juive, tels que Frankenstein ou autres, et ça se reproduit actuellement dans l'humanisme. Il y a des versets du Coran qui nous disent que les Juifs aimeraient vivre 1000 ans. Donc on retrouve exactement cette caractéristique dans les ambitions folles qui mènent vers le transhumanisme, et sans parler de ces dimensions occultes et mystiques, messianiques et autres. Et donc, nous vivons dans une ère juive, comme le démontrent notamment les grandes doctrines modernes qui ont été initiées par des juifs, que ce soit en psychanalyse, en économie, donc avec le communisme, avec le capitalisme, le darwinisme, derrière lesquels il y a souvent un juif, et ce n'est pas forcément péjoratif de le constater bien sûr. Donc les juifs ont imposé leurs pattes culturelles dans le monde moderne, mais ça ne s'est pas produit de façon anodine. C'est parce que, pour des raisons aussi anthropologiques qu'il serait facile d'expliquer, c'est qu'ils ont pris les manettes du pouvoir par le biais de ce que Valérie Bugeaud appelle les banquiers marchands, c'est qu'ils ont pris les manettes de l'économie. Et d'ailleurs, il est possible de retracer plus ou moins la diaspora en retraçant l'argent au Moyen-Âge, notamment par l'intermédiaire des Templiers, donc en France, dans le sud de l'Europe, mais ça on pourra en parler, qui sont ensuite entrés dans la clandestinité et ils ont pris refuge notamment en Suisse, ce qui a débouché sur la création de l'État helvétique, donc ça on pourra en parler. On retrouve les fluctuations de l'argent, notamment de l'or, à Venise. On le retrouve aussi en Allemagne, donc il y a souvent des relations de cause à effet, avec l'ordre teutonique, on pourra en parler aussi. Maintenant, nous ne faisons que brosser les traits caricaturaux. On retrouve aussi les marchands banquiers donc, dans les pays scandinaves avec ce qu'on appelle la Ligue hanséatique et les premières banques. Bien sûr, il y a eu une ébauche de banque mais qui a échoué, qui a été avortée avec les Templiers, mais elle s'est développée en Hollande, donc avec la première banque néerlandaise, ensuite en Angleterre avec réellement la banque centrale anglaise qui est venue concurrencer les trésors anglais. Et il faut savoir qu'une banque, jusqu'à aujourd'hui, une banque centrale, une banque d'un pays, comme la Banque de France, la Banque d'Allemagne, la Banque d'Angleterre, sont des banques aux mains d'individus, donc aux mains de privés. Elles ne sont pas sous la tutelle de l'État. Il faut déjà corriger cette compréhension, cette vision, pour mieux comprendre les mécanismes
dans lequel nous baignons aujourd'hui. Ensuite, la diaspora nous ramène vers les paradis fiscaux américains avec le Delaware, dans le New Jersey, dans la région de New York. Et donc, ces marchands commerçants ont tissé leur toile pour avoir la main mise sur l'Europe. Et il fallait pour cela mettre à bas les grandes monarchies, en commençant notamment, et de façon la plus spectaculaire, avec la Révolution française, qu'ils ont essayé à dorer de valeurs humanistes et universelles, auxquelles ils ont accolé l'hypostase liberté, égalité, fraternité. Ça, si on peut en parler de façon plus développée. Et ensuite, de fil en aiguille, ces marchands banquiers, ils se sont organisés et ils ont formé des multinationales et ils ont pris en main le levier principal qui assure le pouvoir à n'importe quelle entité morale et qui est l'argent. Ainsi, par la mainmise des banquiers marchands sur le pouvoir économique, la notion de pouvoir actuelle elle est biaisée, elle n'est plus entre les mains des États, elle est entre les mains de ces banquiers marchands qui imposent leur diktat sur les sociétés et qui bien sûr qui maquillent ça avec des slogans enjoliveurs, ce qui n'est que de la rhétorique, notamment ils appellent la séparation des pouvoirs en trois, qui en réalité est une dissolution du pouvoir. Donc c'est pour mieux fustiger les tenants du pouvoir et pour mieux les soumettre à leur joug. D'ailleurs, les mandats présidentiels, c'est-à-dire la réduction des mandats présidentiels, est une manière d'assujettir le pouvoir étatique à leur joug, mais bien sûr que l'on va maquiller sous le slogan fallacieux de liberté ou de pouvoir au peuple, mais en réalité c'est le pouvoir entre les mains des banquiers marchands, des multinationales, et c'est ce qu'on appelle l'État profond. Et depuis maintenant une longue période, ce sont les multinationales qui décident des conflits dans le monde, étant donné qu'ils financent, en sachant que l'argent est bien sûr le sang qui coule dans les veines de chaque nation, dans le sens qu'une nation, elle vit forcément par l'argent. Et par rapport à cela, toutes les grandes décisions qui sont prises par les États, elles sont le fait de ces multinationales cachées. Donc c'est l'une de leurs caractéristiques, et l'anonymat bien sûr. Et aucun régime n'échappe. Que ce soit Hitler ou ses détracteurs, ses adversaires idéologiques et sur le terrain, nul n'échappe au pouvoir de ces multinationales. Jusqu'à nos jours. Pas même la Russie, pas même la Chine. Après, il y a des pays qui sont plus ou moins indépendants, des pays qui cherchent plus ou moins à s'émanciper de cet étau, mais globalement, nul n'échappe à ce pouvoir global. Le terme global est un terme qui est cher à Jacques Attali. D'ailleurs, il est intéressant de passer Jacques Attali, étant donné que si on enlève cette dimension messianique qui est chère aux complotistes et qui est l'instauration d'un nouvel ordre mondial, il est tout à fait pertinent, d'un point de vue purement rationnel, d'imaginer ou de mettre en place une unification décisionnelle sur les institutions existantes qui sont représentées par les États. Et pour cela, il s'agit de faire sauter les verrous des nations et donc de détruire les nations et leurs institutions étatiques en faisant des organes au service de la finance. C'est-à-dire que nous passons d'un pouvoir politique à un pouvoir économique, ou en tout cas le pouvoir, il est entre les mains de la finance et non plus entre les mains des politiques. La place des politiques, elle joue le rôle de coquille vide. C'est un attrape-nigo pour maintenir sous le joug de ces multinationales les peuples, les asservir, éventuellement les calmer et leur faire miroiter qu'ils sont maîtres de leur destin, en sachant que ces multinationales
tentaculaires, elles disposent sous leur joug les partis politiques, les médias, bien sûr au nom de la liberté de circulation. Et c'est ce qui a d'ailleurs créé les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est l'argent qui sort des mains de l'État, des institutions étatiques, pour aller entre les mains de ces multinationales. Et l'une des caractéristiques de ces paradis fiscaux, ou de ce pouvoir de l'ombre, c'est justement l'anonymat. Donc ces multinationales, ils mettent en avant des marionnettes pour les représenter, mais en fait, ces marionnettes sont des acteurs qui vont leurrer les peuples en vue de cacher les vraies manœuvres qui se trament dans l'ombre et qui consistent à s'accaparer de façon purement prédatrice toutes les sources de revenus sous une forme centralisée et qui est mise en place depuis maintenant plusieurs siècles, mais qui arrive quasiment à sa phase finale et qui est connue sous le dénominateur de Nouvel Ordre Mondial. Et pour revenir à Jacques Attali nous fait ses prédictions. C'est-à-dire que, comme par le passé l'Angleterre était ce cœur qui animait l'alien des multinationales, eh bien, il s'est transmuté, l'alien s'est transmuté, il a incarné la nouvelle hyperpuissance des États-Unis qui arrive au bout de sa mission et qui devrait, selon les prédictions de Jacques Attali, perdre son statut d'hyperpuissance en 2030. Comme par hasard, c'est une date importante dans le calendrier saoudien. On sait que Jacques Attali, il est le conseiller de MBS. Donc là, il y a une petite coïncidence. Et ensuite, il y aurait une trentaine d'années de flottement dans lesquelles on reviendrait à des super-démocraties ou des dictatures pour ensuite, aux alentours de 2060, instaurer, une fois que les conditions seront réunies, dans le sens où, par la volonté des peuples, ils appelleront de tous leurs vœux l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Et il faut savoir que ce nouvel ordre mondial, c'est que c'est entre les mains des multinationales, eh bien, il n'aura rien de démocratique. Qu'est-ce que la démocratie? Là, on arrive au sujet. Jacques Attali nous le dit lui-même. Pour revenir à la classification des 4 grandes catégories d'individus dans la société, ce qui convient aux aristocrates, c'est ce qu'on appelle les plutocraties ou les oligarchies. Il convient aux religieux, c'est la théocratie, qui s'est aussi manifestée par le clergé. Et ce qui convient aux banquiers marchands, c'est 3 petits points, la démocratie. Et ce qui convient aux laborieux, c'est la dictature. Après, nous avons eu une parenthèse de laborieux avec l'avènement du communisme et société égalitaire, parce que historiquement on en a connu d'autres, notamment par exemple par les sociétés seldjoukides pour les musulmans ou les sociétés Sparte chez les Grecs. Donc ce sont des choses dans lesquelles il faudrait éventuellement creuser. Mais en tout cas, après la parenthèse des dictatures en Europe, qui est un avatar du monde moderne, eh bien, il y a une prééminence des démocraties en vue de permettre la libre circulation des biens. Mais comme le souligne Jacques Attali lui-même, il y a une contradiction entre une démocratie, étant donné que la démocratie, elle évolue dans des frontières, et le besoin de libre circulation des biens qui est indispensable à l'instauration du libre-échange et bien sûr à terme du nouvel ordre mondial. Et par rapport à cela, Jacques Attali, il nous dit, en substance, entre les lignes, sans le dire ouvertement, que ce nouvel ordre mondial tant attendu, qui aura éventuellement pour capitale Jérusalem, eh bien, il n'aura absolument pas la vocation d'être une démocratie. Actuellement, on nous vante les louanges de la démocratie, qui nous dit que la démocratie a une vocation universelle et que c'est le moins pire des modes de pouvoir. C'est ce qu'on nous apprend, même si ce n'est pas entièrement faux. On pourra en parler.
Eh bien, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la démocratie, c'est une forme de pouvoir ponctuel qui a pour but d'optimiser et de permettre aux marchands banquiers de s'accaparer de façon tout à fait prédatrice des sources de revenus dont possèdent les États, et pour permettre un libre-échange sous le couvert de la liberté promue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, il incombe de faire sauter les verrous des États qui nuisent à cette prédation vorace. Et une fois qu'on se sera débarrassé des États et que, par conséquent, il n'y aura plus cet antagonisme entre la démocratie qui réclame des frontières et le libre-échange qui réclame d'être global, pour reprendre le terme de Jacques Attali, qui préfère au terme mondial, on comprend mieux pourquoi. Eh bien, lorsqu'on n'aura plus besoin de ces instances étatiques, lorsqu'on aura fait sauter les verrous de toutes les nations, on passera à un nouvel ordre mondial sous l'égide des multinationales, donc des financiers, des marchands banquiers, et par définition, ce nouvel ordre mondial, il sera tout sauf démocratique. Donc nous venons d'apprendre que la démocratie est un leurre et qu'elle est un moyen de pérenniser le pouvoir des marchands banquiers, et que le simple fait de voter pour un candidat qui bien sûr a été choisi par ces marchands banquiers en vue de concrétiser leurs ambitions obscures, eh bien, le simple fait de voter et de penser que l'on vote pour le moins pire des candidats, c'est un leurre sans limite. Et bien sûr, c'est un leurre au milieu de tant d'autres leurres. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et par rapport à cela, il faut savoir que, bien entendu, si le vote a d'énormes avantages, donc on vient citer le principal, et qui est la mise en place des ambitions des marchands banquiers, il n'est pas dépourvu d'avantages, comme toute chose. Et notamment, par exemple, de façon tout à fait ponctuelle ou locale, il est possible qu'un vote il soit productif ou constructif. En tout cas pour ce qui est parce que souvent la question revient souvent, elle est récurrente, des minorités musulmanes qui votent pour un candidat en vue de jouir de certains avantages, notamment comme la construction de la voiture d'une mosquée. Après, on dira éventuellement que pour ces raisons qui sont purement ponctuelles, pourquoi pas, en sachant que là aussi, si avantage il y a d'autres inconvénients, comme notamment faire adhérer les musulmans à l'idée qu'il faut voter pour un tel, quitte à éventuellement, bon c'est plus l'ère des tracts peut-être maintenant, sinon c'est plutôt par internet, mais en tout cas en faire un sujet de conversation dans les mosquées, voire sur la chaire du vendredi, et voire éventuellement créer des divisions internes pour quel candidat choisir. Et aussi, il est même possible que les responsables musulmans aient tiré avantage de cet état de fait pour entretenir ses propres intérêts personnels. Donc, cette initiative qui vise à dire que l'on vote pour un moindre mal, pour des cas tout à fait ponctuels comme la construction d'une mosquée ou d'une école ou autre, eh bien, ils ne sont pas dépourvus d'inconvénients non plus. Mais de là à dire qu'au niveau national, on vote pour le moins pire, et que c'est une question de moindre mal et de nécessité, et que nécessité fait loi, eh bien c'est un leurre sans nom. Il y a un dernier point que j'aimerais soulever, c'est que sous prétexte de la liberté d'échange et des paradis fiscaux, et donc de l'affaiblissement des États, donc qui apporte forcément l'anarchie et le désordre, eh bien il y a une prolifération, et d'ailleurs Jacques Attali lui-même le prédit, donc c'est un grand géostratège. Il risque à l'avenir la prolifération de gains illicites tels que le trafic des humains,
trafic des organes, ou bien sûr le trafic des stupéfiants, et bien sûr l'alimentation des sociétés criminelles supranationales qui vont proliférer et même prendre des ampleurs considérables, et aussi par le biais de ces paradis fiscaux et de la mise sur les finances, eh bien, les multinationales ont recours à des guerres, soit légales, c'est-à-dire par les armées régulières, mais aussi malheureusement par les mercenaires. On a vu par le cas des contras, mais aussi une nouvelle forme de contras qui est le djihadisme et qui est exploité par ces multinationales. Étant donné que grâce au principe de l'anonymat, des paradis fiscaux et de la liberté promue par le mythe des droits de l'homme, même bien sûr, si tout n'est pas à jeter dans cette vision du monde. Et parmi les effets pervers du vote et de la démocratie, donc comme je souligné dans certains de mes articles, il y a le sacro-saint de la séparation de l'Église et de l'État. Et pour bien illustrer la mainmise des puissants multinationales, maintenant on le sait, sur l'Église catholique, il y a ce discours d'un clerc dominicain incitant ses fidèles au vote en 1895, 10 ans avant que ne soit prononcée la sentence de mort, c'est la loi de 1905, sur la séparation de l'Église et de l'État. Il dit donc il encourage ici CY, protester, pétitionner, résister, donc c'est ce que pourrait dire de nos jours un musulman réformiste, d'ailleurs ils le disent, montrer que la conscience chrétienne est vivante et qu'on ne peut la faire taire qu'en abolissant les lois de justice et par la persécution. Mieux encore, armez-vous de l'autorité de vos suffrages, puisque vous avez le droit de désigner et choisir ceux qui doivent gouverner la chose publique. Considérez l'exercice de ce droit comme un devoir rigoureux auquel on ne peut se soustraire sans trahir les intérêts de son pays. En votant, faites la preuve qu'aucune forme légitime de gouvernement n'est synonyme d'irréligion, d'impiété, d'oppression des consciences, de guerre au Christ et à son Église. Et on a vu ce qu'est devenu la place de l'Église au sein de la société française. Voilà, musulmans, vous êtes prévenus. Et donc pour finir, il est intéressant de souligner qu'il est complètement irrationnel de jeter la vindicte sur tel ou tel candidat, que ce soit Macron ou autre, sous prétexte qu'il ait entrepris telle ou telle initiative, étant donné que les décideurs de l'ombre, de toute façon, par définition, les multinationales gardent l'anonymat, c'est leur arme la plus forte, c'est l'anonymat. Qui dit anonymat dit qu'on ne peut pas les prendre en porte-à-faux et qu'on ne peut pas leur jeter la responsabilité. Et donc, il est complètement contre-productif et incohérent de jeter la vindicte sur la vitrine de ces dirigeants de l'ombre, que sont les hommes qu'ils ont mis en place, qui sont de véritables pantins, et qui sont d'ailleurs un thermomètre pour jauger l'opinion sur tel ou tel thème. Donc en cela, votez, vous rendez service, vous alimentez et cultivez les exactions de ces prédateurs cupides. Et donc voilà, pour le mot de la fin.